mais la majorité, ça va être en français. Alors, merci beaucoup. Et Jean-Charles. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais premièrement me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Charles Daigle, je suis le président du DSL de Pointe-Sapin. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé « À la découverte des plages de Pointe-Sapin ». Que vous soyez résident ou passant, c'est pas difficile à voir que les plages de Pointe-Sapin occupent une grande place dans la vie des gens du village. Nous sommes chanceux d'avoir de si belles plages. Ces plages sont notre troisième richesse, après la pêche et la tourbe. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Lauren Steed de Nature Nouveau-Brunswick et bonne présentation. Merci Jean-Charles. Je vais commencer par partager mon écran. Okay. Bonsoir, je m'appelle Lauren Steed et je suis la coordinatrice du projet Côte en Santé NB. Dans le webinaire aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Côte en Santé et moi-même et les autres présentateurs vous parlerons un peu du travail de chacun de nos organisations. Si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à utiliser le chat et on va surveiller cela. Nous aurons une période de discussion à la fin des présentations. Nous avons 4 présentateurs aujourd'hui qui parleront pour environ 5 minutes que je vais présenter dans un instant. J'espère que vous apprécierez de découvrir ce projet. Comme j'ai dit, on a 4 présentateurs ce soir. Je me suis déjà présentée. Les autres présentateurs sont Denise Roy avec Conservation de la Nature Canada, Denise Maillet avec Oiseaux Canada, David Mazerol avec Parc Canada et nous avons Jennifer White aussi avec la Conservation de la Nature Canada qui nous aide ce soir. Pour notre agenda ce soir, je vais commencer par vous présenter le projet Côte en Santé NB. Denise Roy va présenter un littoral important qui relie les gens et la nature. David va discuter la conservation face au changement climatique. Et enfin, Denise Maillet parlera de son projet sur la surveillance et la sensibilisation du pluvier siffleur. Et nous devrions avoir beaucoup de temps pour les questions. Je vais commencer ma présentation en vous présentant l'organisme pour lequel je travaille, Nature NB. Nous sommes un organisme de bienfaisance qui a comme mission la célébration, la conservation et la protection du patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick par l'éducation, le réseautage et la collaboration. Nous avons été fondés en 1972 sous le nom Fédération des naturalistes du Nouveau-Brunswick et aujourd'hui, nous continuons à travailler avec une douzaine de clubs et des centaines de membres dans toute la province. Cette année est une année spéciale car nous célébrons notre 50e anniversaire. Alors, que fait Nature NB? Nous travaillons dans un certain nombre de domaines. Premièrement, l'éducation. Nous mettons les jeunes et les familles en contact avec la nature du Nouveau-Brunswick par la découverte et l'apprentissage grâce à des programmes comme Nature Jeunesse. Le deuxième domaine dans lequel nous travaillons est le soin de la nature, où nous engageons nos clubs à surveiller et à s'occuper de certaines zones naturelles protégées désignées par la province.
Nature NB reconnaît que notre climat est en train de changer. C'est pourquoi nous nous efforçons de développer l'expertise et la capacité de trouver les solutions fondées sur la nature pour faire face au changement climatique en collaboration avec divers partenaires du Canada atlantique. Nous travaillons à la protection de la faune en agissant à titre de coordinateur du programme des zones importantes pour les oiseaux du Nouveau-Brunswick. Nous avons également un programme qui se concentre sur le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats. Enfin, une grande partie de notre travail est liée à la célébration de la nature. Alors, chaque année, nous organisons un festival de la nature où nous donnons aux gens l'occasion d'explorer la nature dans une nouvelle région de la province. Maintenant que vous en savez un peu sur nous, je vais passer au projet Côte en santé NB. Côte en santé NB est un projet pluriannuel et multipartenarial dont la vision collective est un chemin vers des côtes saines et des communautés prospères en harmonie avec la nature. Notre but est, en utilisant une approche à deux yeux, le projet va travailler avec les communautés pour identifier et soutenir les activités le long de la côte du golfe de Saint-Laurent qui profiteront aux espèces et aux habitats côtiers dont la conservation est préoccupante et qui ont une importance culturelle. Le projet vise également à soutenir les moyens de subsistance des communautés en encourageant un mode de vie côtier sûr, résilient et durable. Nous le faisons en surveillant les espèces, en organisant des programmes éducatifs pour les jeunes, en organisant des promenades dans la nature, en nettoyant les plages et en restaurant les habitats. Le projet se concentre sur les côtes saines parce que les communautés côtières sont souvent les premières à voir les impacts du changement climatique, en plus d'un certain nombre de menaces comme l'élévation du niveau de la mer et l'érosion. Le changement climatique cause des phénomènes météorologiques violents avec les tempêtes plus intenses et plus fréquentes. Des zones comme les forêts côtières, les marais salés, les plages et les dunes protègent les communautés côtières contre ces menaces en réduisant l'énergie des vagues, en absorbant l'eau des crues et en empêchant l'érosion. Les zones côtières abritent la faune, la nature et les modes de vie, mais ces zones subsistent certains des impacts les plus dévastateurs. La bonne nouvelle est qu'elle offre également une solution potentielle. Il existe des moyens de s'adapter, comme le maintien des écosystèmes naturels en ayant des systèmes de dunes saines avec des plantes indigènes comme la mufile qui stabilisent le sol ou les forêts côtières qui peuvent agir comme un tampon contre les tempêtes et les inondations. Et ce type de maintien et la restauration des écosystèmes naturels est utilisé dans la région. Cochrane a organisé un atelier sur les côtes vivantes au cours duquel des bénévoles et des membres de la communauté ont aidé à planter des espèces indigènes telles que la spartine, la mofile, les fleurs sauvages et les espèces pollinisatrices dans le mur de roche de la Maréna afin que les systèmes racinaires s'assemblent pour renforcer la sécurité et prévenir toute érosion supplémentaire dans cet espace. Des écosystèmes côtiers sains et intacts peuvent protéger des ressources naturelles essentielles et accroître la résilience des communautés côtières.
Nous avons beaucoup de partenaires sur ce projet et nous ne pourrions pas le faire sans eux. Alors, merci à nos partenaires, à nos soutiens financiers et à vous pour votre participation aujourd'hui. Je voudrais maintenant passer la parole à certains de nos partenaires qui vont vous faire part de leurs travaux. Denise Roy, je vais commencer à partager votre présentation. OK, merci Lauren. Est-ce que tout le monde m'entend? Tu m'entends, Lauren? Yeah. Oui, OK, parfait. Merci. Merci tout le monde d'être venu vous joindre à nous autres, excusez, à soir. Moi, c'est Denise avec Conservation Nature Canada. Denise Roy, je spécifierai. On a un autre bonne Denise sur l'appel. Puis je vais vous parler en tout cas un petit peu de ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait dans la région. Prochaine slide, s'il vous plaît, Lauren. Next slide, please, Lauren. Bon, merci. Je vais juste commencer par vous donner une petite introduction de Conservation Nature Canada ou Nature Conservancy of Canada, comme plusieurs nous connaissent peut-être mieux. J'interchangerai aussi en disant CNC, notre acronyme, ou même notre acronyme en anglais NCC. J'utiliserai CNC, là, mais c'est juste pour vous donner la différence. Je n'irai pas en grand détail, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de qui ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, où on travaille, puis comment, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous aider dans notre travail de conservation. Bon, mais Conservation Nature Canada, on est le principal organisme national de conservation des terres au Canada. On est un groupe privé à but non lucratif, donc on est une charité qui œuvre à la conservation des terres de grande valeur écologique pour les espèces qui en dépendent. On travaille en collaboration ou en partenariat avec des individus, des corporations, des communautés autochtones, d'autres organismes à but non lucratif, puis des différents niveaux gouvernementaux aussi. Ce travail-là, c'est pour protéger nos richesses naturelles les plus précieuses. En d'autres mots, les milieux naturels qui abritent la flore et la faune du Canada. Prochaine slide. Essentiellement, le but de Conservation Nature Canada, c'est de faire reconnaître qu'avec la nature, on peut construire un monde prospère. L'interconnexion des personnes et la nature est vraiment à la base du travail de conservation de CNC. L'idée qu'on est tous unis, qu'on fait toute partie de la nature. En travaillant ensemble puis en combinant ce travail-là avec des actions ciblées, on peut contribuer à quoi de bien plus grand. Il y a bien des exemples, on le voit tout le temps. Quand la nature prospère, les gens prospèrent. On pourrait même dire que quand la nature va bien, les gens vont bien. Prochaine slide, s'il vous plaît. OK. En grande ligne, une des techniques qu'on utilise pour accomplir nos buts de conservation des terres, c'est de travailler avec les propriétaires de terrain pour développer des réserves naturelles. Certains des outils qu'on utilise, par exemple, c'est d'accepter des dons de terrain, ou d'acheter des terres ou de négocier des ententes de conservation. Mais le travail ne finit pas une fois que les terres sont acquises. Dans certains cas, c'est même là que le vrai ouvrage commence. Oh, puis un petit peu de feedback. OK. Ça passe peut-être. Anyway, je vais continuer. Mais oui, dans certains cas, c'est là que le vrai ouvrage commence, puis il faut leur prendre soin de ces terres-là. Puis ça, sur le long terme. En tout cas, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Depuis 1962, ou presque 60 ans déjà, Conservation Nature Canada et ses partenaires ont aidé à protéger puis de restaurer plus de 15 millions d'hectares d'un océan à l'autre, ça au niveau du Canada. La carte à l'écran est un petit peu hors date, vu qu'il y a eu beaucoup de travail récent d'accompli dans le Nord canadien dans les dernières couples d'années, mais c'était la carte la plus récente que tu pouvais trouver. Mais essentiellement, la grande majorité de notre travail était principalement concentrée dans la partie sud du Canada. Puis ça, c'est en raison de la forte pression de développement dans cette région-là, mais aussi du fait que la plus grande diversité d'espèces se trouve aussi dans cette région-là. Fait qu'à cause du besoin de conservation des fois urgent pour éviter que les habitats naturels disparaissent complètement, c'est pour ça qu'on œuvre surtout dans cette région-là, nous autres.
Prochaine diapo. Là, vite fait, je vais vous zoomer au Nouveau-Brunswick. Vers le début des 1990, l'organisme, qui est un organisme national, vous vous souviendrez, on a ouvert des bureaux régionaux. Nous autres sites au Nouveau-Brunswick, on fait partie de la région l'Atlantique de Conservation Nature Canada. Ça veut dire qu'on représente aussi la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, puis la Terre-Neuve et le Labrador. Dans notre province, ici au Nouveau-Brunswick, on a créé plus de 40 réserves naturelles. Jusqu'à date, avec l'aide de propriétaires concernés, avec l'aide de donateurs, bien sûr, puis avec l'aide des communautés supportives, CNC a contribué à protéger plus de 10 300 hectares, ça c'est presque 26 000 acres d'habitats les plus importants sur le plan écologique de la province. Ce qui est peut-être un petit peu plus intéressant pour une grosse majorité des gens sur l'appel, c'est la réserve naturelle la plus proche de vous autres, indiquée par le numéro 31 sur la carte, la réserve naturelle de Scuminac, juste au nord de Pointe-Sapin. Là, on a à peu près 325 acres ou 325 hectares ou 800 acres dans cette réserve-là. Ces terres-là sont composées surtout d'une variété d'habitats tels que les tourbières, les forêts, les côtes sablonneuses ou rocheuses. Tous des habitats importants qui aident à donner un abri pour une grande diversité d'espèces, de plantes et d'animaux. Il inclut le petit pluvier siffleur que l'autre Denise va vous parler un petit peu plus tard. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Merci. Bon, c'est sûr qu'on a d'autres collègues qui travaillent avec nous autres au Nouveau-Brunswick, mais on a pensé juste vite fait comme ça de vous présenter ceux-là avec qui vous interagisseriez peut-être un petit peu plus régulièrement, vu qu'ils s'occupent des côtés et des bénévoles. Bon, il y a moi, Denise, vous me connaissez déjà. Moi, mon travail est surtout axé autour de l'acquisition directe des terres, donc la conservation directe, travail avec les propriétaires. En haut à droite, il y a Paula Noël. Paula est la directrice de programme au Nouveau-Brunswick depuis 2009. En bas à gauche, c'est Erin Dowding. Erin s'est joint à l'équipe de CNC juste l'automne passé en tant que gestionnaire de l'intendance au Nouveau-Brunswick. Dans son poste, Erin travaille avec une équipe de professionnels et de bénévoles pour s'assurer que nos réserves naturelles sont bien gérées et sont bien pris soin. En bas, à droite, on a Jennifer White, coordinatrice de l'engagement communautaire. Jennifer travaille avec CNC depuis 2008, puis elle supporte les activités d'intendance, elle supporte le programme de bénévolat dans la région, puis aussi des efforts de planification dans le cadre du projet de Côte en santé. C'est une des raisons pourquoi que Jennifer est sur l'appel avec nous autres à soir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, comme je mentionnais tantôt, il ne suffit pas d'avoir le titre sur une propriété pour en prendre soin comme il faut. Ce n'est pas juste le titre qui va protéger les propriétés de certains défis qui peuvent exister. Les terres CNC, on peut être victime de décharges de poubelles, de coupes illégales, d'autres impacts humains négatifs qui pourraient détruire la végétation naturelle puis pourraient aussi déranger la faune. Donc, l'entretien des réserves naturelles est une tâche très importante. C'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est pourquoi on se dépend de bénévoles pour être nos yeux puis nos oreilles pour ces réserves-là. On a besoin du monde pour nous aider à maintenir les réserves naturelles en bonne santé pour que ces endroits-là puissent soutenir la vie sauvage puis les populations locales. Une des façons qu'on utilise pour impliquer les volontaires, c'est d'organiser des événements ou des activités collectives au travers de ce qu'on appelle notre programme de bénévoles en conservation. Les activités de bénévoles en conservation sont des journées de travail planifiées qui rassemblent des volontaires pour aider avec des activités d'intendance ou de stewardship, telles que le nettoyage de déchets, des inventaires d'oiseaux, planter des arbres ou même l'entretien des sentiers. Malheureusement, pendant les derniers 2 ans, la pandémie a rendu les activités publiques difficiles, mais on espère que ça va changer pour bon, puis qu'on sera capable d'organiser d'autres activités, puis peut-être même un petit peu plus tard ce printemps. Puis là, tout le monde sera invité.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a bien des choses que COVID nous a appris, mais s'il n'y a rien d'autre, on a appris l'importance de la nature dans nos vies. Tout au long de la pandémie, une grosse majorité du monde, on s'est tourné vers la nature pour nous aider avec notre bien-être physique, notre bien-être mental, notre bien-être social même. Au début, en tant que confinement, le cher lockdown, là, on pouvait essentiellement rien faire d'autre. La nature est devenue le seul aspect de notre vie sur lequel on pouvait vraiment compter. C'est pour cette raison-là qu'on s'est tourné vers la nature. On s'est tourné vers les parcs, on s'est tourné vers les sentiers, les milieux naturels, pour prendre des grandes respirations, puis s'ancrer, se ressourcer, puis essentiellement se reconnecter. C'est aussi ça à la base du travail de Conservation Nature Canada, de reconnecter les humains à la nature. On a besoin de la nature, puis la nature nous a besoin. Prochaine diapo. En grande majorité, nos réserves naturelles ne sont pas développées. C'est simplement des endroits sauvages qui sont accessibles, mais avec le but premier de fournir des habitats pour la flore et la faune. Dans certains cas, où nos réserves sont proches d'une communauté, on travaille des fois avec des bénévoles sur la construction puis l'entretien de sentiers. Ça donne un moyen positif aux membres de la communauté d'améliorer leur santé physique et mentale, puis de travailler avec d'autres personnes passionnées qui veulent redonner à la communauté. Ça peut aussi contribuer à l'éducation puis offrir des possibilités d'apprentissage aux jeunes puis à tout le monde, vraiment. Donc, ça peut aider à renforcer les valeurs communautaires liées à l'importance de prendre soin de la nature. Prochaine diapo. OK, au point de vue individuel, pour aider à prendre soin de nos réserves dans toute la province, on recrute des personnes qui vont agir comme intendants ou stewards pour les réserves. Ces gens-là aident avec des activités telles que surveiller les réserves naturelles, participer avec l'entretien des enseignes, puis l'entretien des lignes qui limitent nos propriétés, les boundary lines, ou avec le nettoyage de déchets, ou encore avec des inventaires d'espèces, ou même aux projets de restauration tels que planter des arbres ou planter de l'amophylle en filant les côtes. La carte à l'écran tout de suite vous montre les réserves naturelles où est-ce qu'on a actuellement des intendants avec les petites feuilles vertes. Les petites feuilles grises vous montrent les réserves où est-ce qu'on n'a pas encore personne. Vous verrez tout de suite que c'est à peu près moitié-moitié. Donc, on recrute s'il y a des intéressés, pour sûr. Prochaine diapo. Quand on recrute des intendants aussi, que ce soit avec notre programme de bénévolat en conservation ou des intendants bénévoles individuels, on donne une formation sur le programme à tous nos bénévoles. Ils vont aussi recevoir des informations additionnelles à propos des propriétés qu'ils prendront soin, puis les tâches spécifiques qu'ils devront accomplir. Les bénévoles travailleront avec un membre de notre personnel pour aider à planifier le travail qui doit être fait à chaque année. Nos bénévoles sont un groupe extraordinaire de personnes dévouées puis passionnées. Ils sont vraiment un élément important de la grande équipe de Conservation Nature Canada. Si vous aimeriez vous joindre à l'équipe en tant qu'intendant bénévole d'une propriété ou si vous aimeriez d'être ajouté à une liste de participants aux activités de bénévolat, bénévolat en conservation, gênez-vous pas. Veuillez communiquer avec Jennifer White. Ses coordonnées sont sur l'écran tout de suite. Puis je vous rappelle qu'elle est sur l'appel aussi. Ça fait que tantôt, s'il y a des questions, elle peut essayer de les répondre aussi. Prochaine diapo. Puis je pense que c'est fini. Oui, c'est ça. Un gros merci. Je vous remercie de votre temps et de votre attention. Je reste sur l'appel aussi s'il y a des questions. Puis tout de suite, je repasse la parole à Lauren. Merci. Merci, Denise. Je vais arrêter à partager mon écran, puis David va présenter ensuite. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends en tout cas. Oui. Et vous voyez mon écran?
Oui. Oui, super. OK. Merci beaucoup pour être ici ce soir. Mon nom, c'est David Mazerol. Je viens de Saint-Louis-de-Kent. Je connais bien la région. J'ai de la famille à Pointe-Sapin. Je travaille pour Parc Canada. Mon titre tout de suite, c'est scientifique des écosystèmes. Étant donné que la majorité des gens connaissent assez bien le travail de Parc Canada, j'ai décidé de parler aujourd'hui des changements climatiques, comment on ressent les changements climatiques dans la région de Pointe-Sapin, et puis qu'est-ce qu'on fait au Parc Couchibuquac pour protéger certaines espèces qui sont menacées en partie par les changements climatiques. La région de Pointe-Sapin a quand même, ici je parle surtout, ça c'est basé sur ce qu'on connaît de la faune et de la flore du parc Couchibuquac, mais la région autour de Pointe-Sapin et du parc abrite 47 espèces en péril. Ce qu'on appelle les espèces en péril, ça comprend 34 espèces qui sont protégées au niveau fédéral, 3 espèces qui ne sont pas protégées au fédéral, mais qui sont protégées en vertu de la loi provinciale sur les espèces en péril, puis un autre 10 espèces qui ne sont pas protégées tout de suite au fédéral, mais qui vont probablement l'être dans les prochaines années. Puis parmi ces 47 espèces-là, on a quand même 17 espèces en péril, des espèces qui sont en danger, qui abritent les habitats qui sont sur le bord des côtes du parc et dans les environs de Pointe-Sapin aussi. On a quelques exemples ici. Ça comprend des poissons, des oiseaux et des plantes aussi. Puis étant donné que les changements climatiques affectent l'impact qu'ils ont sur les zones côtières, ça saute vraiment aux yeux. C'est les zones côtières qui sont impactées en premier par les changements climatiques, je dirais. Les espèces qui utilisent ces habitats-là ont tendance à être menacées aussi. Et puis, j'ajouterais aussi que parmi ces 17 espèces côtières-là, on a certaines de nos espèces les plus rares au Nouveau-Brunswick qui sont là. Les changements climatiques, on les ressent déjà. On les voit déjà. Je dirais que les projections pour le prochain siècle ne sont pas encourageantes non plus. Avec les données qu'on a en main, on peut voir que pour la température estivale, la température moyenne pendant l'été, en 1990, ça, les chiffres que je vous mentionne ici sont vraiment propres à la région de Couchibuquac, Pointe-Sapin, puis qui s'étend jusqu'à Shediac. Fait que la température moyenne en 1990 était 17,8. Maintenant, elle est rendue 19, fait qu'il y a déjà eu une hausse, puis les projections pour 2080 ou les alentours de la fin du siècle sont pour 21,8 degrés. Pour la température hivernale, c'est là qu'on va voir les plus grands changements. On voyait une température moyenne de moins 7,4 degrés en 1990. Ça a maintenant monté à moins 5,9. On sait que les hivers sont rendus plus doux. Puis les projections pour la fin du siècle, c'est que nos hivers en moyenne vont avoir une température de moins 2,6. Puis si on compare à 1990, ça va faire une différence de 4,8 degrés, presque 5 degrés, qui est vraiment considérable. Puis le numéro de jours sans gel, le nombre de jours qu'il n'y aura pas de gel pendant l'année. En 90, on avait 189 jours par année où on ne voyait pas de gel. Puis pour la fin du siècle, on va voir des chiffres qui seront plus proches de 250 jours par année où il n'y aura pas de températures qui seront froides assez pour geler. Avec ce réchauffement-là, on voit plus de fréquences de tempêtes. Les tempêtes sont plus sévères aussi. Ici, j'ai inclus des photos de la passerelle de la dune de Bouctouche que certains de vous autres doivent connaître assez. Une tempête qui était à l'automne dans l'année 2000, qui a frappé la côte de Pointe-Sapin assez fort aussi, et Couchibuquac. Après ces tempêtes-là, une autre chose que j'ajouterais aussi, c'est qu'avec le réchauffement, on voit plus de tempêtes, des tempêtes plus fortes, mais aussi en hiver, un facteur important, c'est qu'on a beaucoup moins de glace sur le bord des côtes. Puis cette glace, anciennement, cette couche de glace-là
qui était, moi je me rappelle d'avoir vu des années qui avaient des centaines de mètres de glace qui étaient le long de la côte. Sans cette glace-là, sur nos côtes en hiver, toutes les tempêtes en hiver finissent par frapper la côte beaucoup plus fort. Fait qu'on voit de l'érosion, du recul des côtes. Ici, on a des photos. Ça c'est vraiment dans le coin de Pointe-Sapin, dans le nord du parc, mais il y a certaines de ces photos-là qui sont dans le coin de Pointe-Sapin puis Pointe-Escuminac. On voit une photo ici d'une forêt qui a vraiment reculé. On voit les vieilles souches d'arbres qui sont dans le sable, là, qui indiquent là où la forêt était anciennement. Puis les dunes sont particulièrement frappées. Ils bougent vite, nos dunes. Ils sont tout le temps les premières à nous montrer qu'il y a eu des grosses tempêtes puis un changement sur la côte. Puis les espèces qui utilisent ces dunes-là sont particulièrement menacées par les changements climatiques. Les 2 photos que je montre ici, c'est des photos aériennes qui sont récentes. Ça, c'est la région à gauche, on voit les îles Austerne, qui sont au goulet de Saint-Louis-Kent. Puis ensuite, le coin de Kelly's Beach, qui est sur la même dune, mais à la pointe nord. Fait que ça, c'est le goulet qui sort de Logiecroft pour sortir en mer. La ligne pointillée jaune indique là où les dunes étaient en 1990, puis la ligne solide orange à droite nous indique là où c'était rendu en 2002. Fait qu'on voit que dans quand même très peu d'années, il y a eu beaucoup de changements. Dans le coin de l'île Austerne, la dune s'est allongée presque d'1 kilomètre. Fait que c'est considérable, mais dans le coin nord, près de la plage Kelly's, on a vu beaucoup de pertes de dunes. Ça, c'est normal. Le sable se fait transporter d'un endroit à l'autre. Mais ce qu'on voit de plus en plus après les grosses tempêtes sur nos dunes, c'est qu'on commence avec une belle dune qui est bâtie en hauteur. Puis ça, c'est nos meilleures dunes qui ont beaucoup d'espèces rares. Après des grosses tempêtes, on finit par avoir pas juste un recul de la dune ou une érosion, mais ces grosses crêtes de dunes-là finissent par être complètement érodées, puis on finit avec une dune qui est beaucoup moins haute. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y aura une tempête, la tempête n'a même pas besoin d'être de la même force que la première. Les tempêtes vont affecter la dune encore plus. Fait que la dune, après avoir été frappée comme ça, finit par être de plus en plus vulnérable. On a aussi, avec le réchauffement, la hausse du niveau de la mer, sea level rise. Ici, on a une carte qui a été produite qui montre les endroits qui vont être le plus affectés par la hausse du niveau marin. Puis on voit que le golfe du Saint-Laurent, puis la région de Pointe-Sapin est dans la zone rouge, donc la zone qui va être une des zones qui va être les plus affectées au Canada. Ici, ça indique qu'on va voir une hausse du niveau de la mer de probablement plus que 70 cm. Et selon certaines projections, ça va dépasser 1 mètre pour la fin du siècle. C'est quand même considérable. Une autre chose qu'on voit avec le réchauffement du climat, c'est qu'il y a plusieurs de nos espèces qui vont finir par aller se réfugier plus au nord, dans des endroits où il va avoir un climat qui ressemble à ce qu'on a ici à Pointe-Sapin aujourd'hui. Puis juste pour vous montrer comment ça va affecter notre vie de tous les jours, j'ai choisi 2 espèces ici qui sont vraiment communes, que tout le monde qui connaît la forêt par ici connaît vraiment bien, le sapin baumier, puis l'épinette noire. Puis je montre ici des projections pour la fin du siècle. Ça, ce n'est pas en ordre chronologique, c'est 3 pour chaque espèce. Je montre 3 différentes projections, 3 conséquences possibles, 3 situations possibles qui pourraient arriver. J'ai fait sûr de ne pas inclure les pires projections. Fait que ça vous dit un peu qu'est-ce qui pourrait arriver pour la distribution de ces espèces-là. On voit que pour l'épinette noire et le sapin baumier, il y a des bonnes chances que la région de Pointe-Sapin perde, pour la fin du siècle, perde le sapin baumier et l'épinette noire, 2 de nos espèces les plus communes de nos forêts. Puis on pourrait voir si les changements climatiques continuent sans qu'il y ait de changement à notre mode de vie. On pourrait voir une situation où si quelqu'un veut aller voir du sapin ou de l'épinette noire, il va falloir aller en Gaspésie. Puis là, je vais
vous parler rapidement de deux des espèces qu'on protège au parc Couchibukwak qui sont affectées par les changements climatiques. C'est des espèces qui sont sur nos côtes. C'est des espèces que j'ai travaillé beaucoup avec ces dernières années. La première, c'est l'astère du golfe Saint-Laurent. C'est une espèce on dit qu'elle est endémique du golfe Saint-Laurent. Ça veut dire que la seule place qu'on peut la retrouver au monde, c'est chez nous. Puis là, j'ai une carte ici avec notre région. Les points rouges indiquent là où l'espèce est encore présente. Les points noirs indiquent là où l'espèce était auparavant, mais elle n'existe plus là. Vous voyez qu'il y a 2 points noirs pour Couchibukwak. L'espèce était dans le parc jusqu'en 2000. Et puis, la même tempête qui a affecté la dune de Bouctouche, les photos que j'avais montrées de la passerelle de Bouctouche, a complètement changé l'habitat de l'espèce au parc, puis a fait en sorte que l'espèce est disparue au parc. Fait que ça, ces points rouges-là que vous voyez sur la carte, c'est les seuls endroits au monde où l'astère du golfe du Saint-Laurent existe. Ça, c'est une photo de l'habitat typique de l'astère du golfe du Saint-Laurent. C'est une petite plante qui pousse sur les bords des habitats qu'on appelle des étangs barachois, des étangs qui sont en arrière des dunes habituellement, tout près de la mer, mais qui ont comme de l'eau qui n'est pas complètement salée, mais qui monte et qui descend avec la marée. C'est un autre exemple. Puis un autre exemple, ça, c'est toutes des photos prises au parc. Pour essayer de donner un coup de main à l'espèce, on a décidé de monter en 2016-2017 un projet de réintroduction de l'espèce au parc. On a travaillé avec l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, UPEI, et un groupe qui s'appelle le Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique, là où je travaillais auparavant. C'est à travers de ce groupe-là que j'ai travaillé sur ce projet-ci. On a travaillé avec UPI pour cultiver l'espèce dans laboratoire en serre pour produire des graines, puis pour faire pousser des plantes, pour transplanter et puis ensemencer avec des graines dans des sites dans le parc. On a utilisé une trentaine de sites. Puis ce qu'on voulait, c'était établir des nouvelles populations. On a eu des bons résultats. On a fini par établir 2 nouvelles populations dans le parc qui sont près de là où elle existait auparavant, mais pas tout à fait à la même place, étant donné que la côte a tellement changé. On a 2 bonnes populations qui sont établies dans le nord du parc, dans un coin qui s'appelle le Barachois. Puis notre objectif, c'est d'aider l'espèce à résister au changement d'habitat. La côte a changé là où l'espèce existait avant. Fait qu'on a trouvé des sites qui ressemblaient à là où la plante était avant, puis on a ensemencé, puis on a eu quand même du résultat. Fait que c'est prometteur, puis on va continuer à travailler là-dessus dans les prochaines années. Puis la dernière espèce que je voulais vous montrer, c'est le Léchea maritime. C'est une espèce qui est préoccupante. La carte à la gauche ici montre la distribution mondiale de cette espèce-là. Vous voyez qu'elle se rend sur la côte jusqu'au Maine. Puis ensuite, il y a des petits points rouges ici au Nouveau-Brunswick, puis à l'île du Prince-Édouard. Mais il y a une séparation entre les deux groupes. Et puis, toutes les plantes qui sont au Canada, que vous voyez ici, sont d'une variété spéciale qui s'appelle le Léchea du golfe Saint-Laurent, qui existe seulement chez nous. Et puis, au parc Couchibukwak, sur les dunes de Couchibukwak puis les dunes de Richibouctou, on a à peu près la moitié de la population mondiale totale de cette variété-là. Fait qu'on fait tout ce qu'on peut pour protéger cette espèce-là. Ça, c'est une autre carte qui montre toute la distribution nationale de cette espèce-là. Donc, on voit que c'est là où il y a les plus grosses dunes dans notre région qu'on retrouve cette plante-là. Puis ça, c'est son habitat typique. C'est sur les dunes les plus grosses, là où les dunes sont hautes assez que les vagues ne peuvent pas affecter l'habitat. On les appelle souvent des dunes grises parce que les autres plantes qui poussent là sont souvent d'une couleur grise. Fait que là, on voit d'autres exemples. Si vous voyez ça, c'est sur la dune Richibouctou Nord. Vous voyez, il y a des coins qui ont comme une couleur plus grise. Ça a presque l'air de la toundra. Il y a beaucoup de mousse, il y a des lichens. Ça, c'est l'habitat typique de cette espèce-là. On fait beaucoup de travail pour
pour cartographier la distribution de cette espèce-là. Ici, je montre des petits points qui indiquent là où des individus ou des petits groupes de plantes de l'Eschea maritime ont été trouvés en 2012 et en 2019. Puis juste entre ces deux études-là, on voit qu'il y a des zones qui ont juste des points bleus. Ça veut dire que l'espèce était là en 2012, elle n'est plus là en 2019. Puis ici, on voit une zone qui a été frappée par les tempêtes. On utilise aussi un drone pour prendre des photos aériennes vraiment détaillées. On voit une photo aérienne à la gauche ici, mais à la droite, ça, c'est un modèle d'élévation qui a été créé à partir de l'image de drone. Le drone peut aussi lire la hauteur puis les différences d'élévation à comme une précision de moins que 10 cm. Puis vous voyez toutes les bosses là, sur la photo à la droite. Ça, c'est toutes les petites bosses de relief de la dune. Puis en regardant ça, on peut évaluer quel pourcentage de la population sur la dune va être frappé par une tempête où l'eau monte à 2 mètres ou quel pourcentage disparaîtrait si l'eau d'une tempête monte à 3 mètres. On utilise aussi ces photos détaillées-là pour vraiment faire un mapping, une cartographie complète de l'habitat qui est bon, l'habitat qui peut soutenir l'Eschea maritime. Puis ici, si je ferais un zoom-in, vous pourriez voir que la photo a été prise à comme 30-40 pieds d'altitude avec le drone, mais on peut zoomer in assez proche pour voir des plantes damophiles individuelles. Fait que c'est très détaillé. Puis finalement, ben, je vais juste finir avec ça. Notre approche pour protéger cette espèce-là, c'est de faire de la collecte de graines. On va faire des études de germination puis de culture. À ce qu'on sache, il n'y a jamais personne qui a essayé de faire pousser cette plante-là à partir de graines. On ne sait pas qu'est-ce que la plante a besoin pour germer. On va étudier ça. Puis pour pouvoir la réintroduire au besoin. Puis aider cette espèce-là à survivre malgré les mouvements rapides de la dune qui maintenant sont devenus tellement rapides que l'espèce n'est pas nécessairement capable de suivre le mouvement de l'habitat. Et c'est ça. Merci. Merci, David. Denise Maillet. Bon, bonsoir. Je vais essayer de partager. J'ai encore celle-là à David. J'ai de la misère. Ah, OK, je suis à la bonne place. Yeah, oui. Un autre Python, puis j'y vais là. Non. Oui. Et PowerPoint. Bon, OK. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Denise Maillet, puis je travaille, oui, avec Oiseaux Canada comme coordinatrice du projet Pluvicifleur du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que ça fait plusieurs années que je fais la protection des habitats côtiers dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Ça fait depuis 1995 que je fais la protection, mais je suis retournée à plein temps sur le pluvicifleur en 2009, ce qui veut dire que je visite Pointe-Sapin puis Esquiminac une fois par semaine durant la saison entre le mois d'avril et le mois d'août. Puis parmi toutes les plages que je visite dans la province, dans le sud-est de la province, c'est une des plages que j'aime le plus visiter. Puis on va vous montrer pourquoi, parce que ma présentation de soir, qui est juste à peu près 5 ou 6 minutes, c'est juste plein de photos puis d'expériences qu'on a faites dans votre bout sur vos belles plages. On va passer des photos comme la belle photo de l'église, le côté sud du quai. Puis le quai, ce site, c'est à Pointe-de-Pruche. Une belle photo de la mer avec les cormorans. En passant, toutes les photos que vous allez voir ce soir, que je vous emmène, c'est des photos qui ont été prises à Esquiminac et Pointe-Sapin depuis 2009 par moi ou par les travailleurs du projet.
Alors, on aime de vous montrer pourquoi est-ce qu'on aime vos plages tant. La rivière à Languille, que vous deviez bien connaître dans votre bout. Les marais, les tourbières qui sont en arrière des dunes, excellente place. Puis, on a aussi fait des projets pour essayer d'aller parler aux jeunes. Alors, à Saint-Louis, où est-ce que les jeunes de Pointe-Sapin vont, on a fait des présentations en 2015 et en 2019. Durant ces présentations-là, il y avait un échange d'idées, de questions demandées aux jeunes de Pointe-Sapin et de cette école-là. Des choses comme « Aimez-vous aller à la plage? Pourquoi les plages sont-elles importantes pour vous? Quelle sorte d'activités aimez-vous faire quand vous allez à la plage? Et avez-vous des idées ou des choses que l'on pourrait faire comme individu ou comme communauté pour aider à garder nos plages en santé? » Une fois qu'on a fini de discuter, les jeunes étaient inspirés à peinturer des beaux panneaux. Que ces panneaux-là, vous les connaissez probablement dans le bout, qu'on a été placés sur les plages. C'était pour montrer la fierté que les gens des alentours ont pour les belles plages de la région. C'est pour offrir aussi des suggestions pour la protection. Des choses comme ne pas polluer, pas détruire la végétation, garder nos chiens en laisse, respecter les animaux, les oiseaux, etc. Parce que pour protéger le pluvier siffleur, il faut protéger l'habitat. C'est ça mon grand plaisir, c'est d'avoir une job où est-ce que je peux aider à protéger les habitats côtiers partout dans le sud-est Nouveau-Brunswick. Parce que les jeunes étaient si fiers de leurs panneaux, on leur a fait écrire leur nom, leur âge et de quelle communauté ils venaient derrière les panneaux. Comme ça, quand ils visitaient les plages, ils pouvaient montrer à leurs amis, leurs mamans et papas, quel était leur panneau. On a même on a mis un poster placé à la coop du village pour féliciter les jeunes pour leur beau travail. Durant notre deuxième année, on avait fait la visite à l'école au printemps et à l'automne, le même groupe de jeunes est venu faire une sortie à la plage. On était plusieurs partenaires qui étaient à cette sortie-là et Denise Roy et Jen étaient là aussi. On s'est amusé, on a nettoyé, on a appris. C'était un grand succès. Les jeunes ont beaucoup aimé ça. Puis vous autres, la communauté de Pointe-Sapin, vous avez beaucoup de choses que vous êtes fiers de vous autres aussi parce qu'on a vu que vous aviez organisé votre propre ménage ton rivage et vous aviez ramassé beaucoup de casiers de homards cette année-là. Je pense que c'est en 2019 ça aussi, je ne suis pas sûre. Puis la richesse animale et végétale sur les plages d'ici sont très impressionnantes. La variété est très grande. Ici, j'ai une photo d'un nid de pluvier avant que les œufs soient pondus. Et on voit les petites pistes de pluvier qui se rendent jusqu'au nid. Le pluvier siffleur est un oiseau en voie de disparition. Dans cette photo ici, on voit un phoque pas trop loin d'un groupe de macreuses noires. Faites attention, les macreuses, les phoques mangent les canards des fois. Moi, je les appelle des loups marins. C'est pour ça que j'ai mis ça dans le coin. Je suis fille de pêcheur de homards, 4e génération, puis c'est une des raisons que j'aime beaucoup protéger la mer et les côtes. On a des éders à duvet. Ceux-là étaient juste à côté du quai de Pointe-Sapin. Bexy, aussi appelé Arle Huppé. Le bécasseau violette, moi, ça fait... Comme j'ai dit, depuis 1995 que je marche les plages, puis c'est la seule fois que j'en ai vu un, puis c'était à Pointe-Sapin. Puis j'ai pris une photo, je suis pas mal impressionnée de ma photo, c'est pas souvent qu'ils sont belles comme ça. Toutes sortes d'oiseaux de rivage, on a des chevaliers, des bécasseaux. Ici, on a une petite grenouille dans l'eau à Pointe-de-Pruche. Une loutre, je vois beaucoup de loutres, surtout à la rivière à Languille et dans ces bouts-là. Celle-ci essayait de se cacher dans l'eau pour aller ensuite sauter sur la plage pour essayer de prendre des canards. Bon prédateur. D'autres photos que j'ai prises dans le bout, orignal, balbuzard pêcheur, bécasseau semi-palmé, le grand héron, toutes les belles choses qu'on voit quand on va sur des aventures. En parlant des pluviers siffleurs et des plages que je vais aller voir dans le sud-est Nouveau-Brunswick, vous voyez que sur la carte, on voit Escuminac et Pointe-Sapin et Preston, que vous connaissez peut-être un peu, et toutes les autres sont au sud de vous autres. C'est intéressant que plus que 80% des nids de pluviers siffleurs dans tout le sud-est Nouveau-Brunswick se retrouvent sur les plages de Pointe-Sapin et Escuminac. Alors, c'est comme la capitale de pluviers du sud-est, que j'appelle ça.
un beau nid ici avec 3 œufs. Vous avez aussi des nids d'hirondelles de rivage. Je la mentionne parce que c'est une espèce qui a perdu 98% de sa population depuis les derniers 40 ans. Dans la photo ici, on voit des nids de cet oiseau-là qui sont au sud du quai de Pointe-Sapin. Dans la prochaine photo, si on regarde dans le coin à gauche, ça c'est une photo de loin, mais ce sont des nids aussi de ce même oiseau-là qui sont au nord du quai. Ils sont en voie de disparition au Nouveau-Brunswick depuis 2021. Ils sont aussi menacés au Canada depuis 2013. On a créé un formulaire pour que les gens qui veulent s'impliquer là-dedans peuvent aider à aller voir qu'est-ce qui sont les hirondelles de rivage et les nids à chaque année. Si jamais quelqu'un est intéressé, c'est une chose qu'on peut faire facilement si on aime d'aller marcher à la plage. Toutes sortes de choses intéressantes à voir à Pointe-Sapin. Cette journée-là que je prenais les photos de nids, il y a un hélicoptère qui s'est posé devant moi. Tout le temps une aventure quand je m'en vais par là. Puis, les bateaux de pêche qui rentrent à la fin de la journée, j'étais obligée de prendre celle-là parce que moi, j'ai été élevée avec la pêche. Des beaux panneaux qui protègent les plages. Aussi vu sur ces plages-là, puis j'ai pas tout le temps de prendre une photo, j'ai vu des ours, chevreuils, porc-épic, ratons laveurs, pigargues à tête blanche, etc. Puis j'aime beaucoup cette photo ici parce que ça montre un peu ce que David nous montrait tantôt, que la mer recule, puis elle réclame la terre, puis des arbres qui avaient coutume d'être en vie sont maintenant juste des morceaux de bois sur la plage. Et je finis avec un merci pour votre attention et votre patience avec nous autres. Je vais arrêter de partager maintenant. Merci, Denise. Je veux dire encore un merci à nos partenaires, nos soutiens financiers et à vous. Nous sommes maintenant ouverts aux questions. Si vous voulez, tournez votre vidéo et votre microphone pour poser vos questions ou le chat est toujours disponible. Je pense qu'on a seulement 7 minutes pour les questions, mais... Juste en attendant que si on a des questions, je veux premièrement remercier tous les organisateurs et les participants de la présentation. C'était vraiment intéressant. Puis, on souhaite qu'il y aura peut-être des activités cet été ou dans les mois futurs. Merci. Bonjour, mon nom c'est Michel, puis j'aurais une question pour David, si possible. Oui, oui. Tu peux envoyer la question. OK, je suis enseignante à Moncton, puis j'ai tombé sur cette soirée avec quelqu'un qui avait partagé sur un site de Teams. Puis j'enseigne les sciences et qu'est-ce que toi tu as partagé, c'est exactement qu'est-ce que j'ai besoin pour mon curriculum. Y a-t-il une manière que tu pourrais partager ton courriel que je peux me mettre en contact avec toi puis partager comme tes slides, là, tes diapositives, là, je voulais tout prendre des photos, là, comme c'est exactement ça qu'on étudie en classe parce que je veux vraiment apporter sur notre région. C'est bien beau qu'on parle du changement climatique, mais je veux vraiment relier l'information aux étudiants, que ça arrive beaucoup au Nouveau-Brunswick, puis dans notre région, comme on a beaucoup d'étudiants qui habitent à Chiviac, là. OK, je vais juste mettre mon courriel dans le chat, puis gêne-toi pas de m'envoyer un courriel, puis on verra ce qu'on peut faire. OK, un gros merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
j'ai peut-être une question pour le Nature Conservancy of Canada. Avez-vous des plans d'acheter d'autres terres dans la région Pointe-Escaminac, Pointe-Sapin, Saint-Louis? Réponse courte, oui. Où exactement et comment, ça reste à être déterminé. Comme organisme à but non lucratif, on travaille avec des propriétaires privés, des propriétaires fonciers privés qui veulent bien travailler avec nous autres. Ça fait qu'on reste ouvert à accepter des dons de terrain ou à négocier des achats ou à négocier des ententes de conservation ou des conservation easements, qu'on dirait en anglais, où est-ce que les propriétaires de terrain mettent des restrictions sur le titre comme tel des propriétés. Fait que oui, essentiellement, toute la côte, pour des raisons telles que David nous a mentionné, puis aussi que Denise nous a mentionné pour les espèces qui dépendent des habitats côtiers. Pointe-Sapin est un habitat côtier essentiellement, que ce soit les tourbières, que ce soit les forêts côtières, que ce soit les dunes, puis les plages. C'est des endroits qui ont tous besoin de conservation. Donc, oui, ça demeure Pointe-Sapin, Escominac, essentiellement toute la côte de Northumberland demeure un endroit prioritaire pour Conservation Nature Canada, puis aussi les autres groupes qui œuvrent en conservation des terres. Il ne faut pas oublier aussi les groupes, les communautés de Premières Nations, les communautés autochtones qui travaillent aussi fort en conservation. Puis, je suis sûre que je ne suis pas certaine, mais je peux partager aussi mon courriel si quelqu'un voudrait discuter plus spécifiquement sur des propriétés spécifiques, là. Mais ouais, je peux le mettre moi aussi si ça peut être. Oui, Tim? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je poserais peut-être une question à Denise. J'étais surpris, je ne savais pas que 80% des pluviers, c'est à la plage de Escominac, c'est ça que tu as dit, puis à Pointe-Sapin. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi ces plages-là, ces dunes-là sont si intéressantes pour le pluvier versus d'autres de nos plages dans la région? Il y a peut-être quelques raisons, c'est possible. Moi, depuis que je fais ça, puis ça fait longtemps, j'ai vu qu'il y avait coutume d'avoir autant de pluviers à la dune de Bouctouche qu'il y avait dans tout le parc Cogebanque il y a des années. Puis la dune de Bouctouche a été aplatie presque entièrement par les changements climatiques. Puis, à Escominac, c'est une différente sorte de dune. C'est comme dune, ensuite marais en arrière, puis la dune recule, puis le marais recule aussi. Alors, ça peut-être, les oiseaux qui s'avaient accoutumés à être là, ça n'a pas changé autant de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que ça ne change pas beaucoup, mais puis aussi, il ne faut pas que j'oublie de mentionner qu'à travers les années, puis ici qu'on regarde toutes les provinces atlantiques, le plus gros du pluvier siffleur est dans le Nouveau-Brunswick, la plus grosse quantité. Puis la plus grosse quantité dans le Nouveau-Brunswick est au nord du Nouveau-Brunswick. Ce qui veut dire que moi, j'ai la section du sud, puis ça commence juste à ressembler de quoi quand on arrive dans ma section la plus au nord de cette section-là. Puis ensuite de ça, Nature NB avec Lunani à toutes les plages du Nord. C'est là qu'il y a tous les pluviers. So, je pense que déjà, il y avait une préférence d'être plus dans le nord de la province, puis ça est devenu de plus en plus comme ça, comme les années avancent avec les changements climatiques. Denise, we have a question in the chat for, are there plans for the Bartholomew? Denise, une question de la boîte de Clavardage pour demander s'il y a des plans pour la propriété de la rivière Bartholomew. Est-ce que je devrais répondre en français ou en anglais? It was an English question. Okay, so maybe I can answer in English. So, Je peux répondre à la question en anglais. Des plans, je ne sais pas qu'est-ce que la question. Est-ce qu'il y a des plans pour augmenter les nombres de propriétés qu'on a, le contrôle dessus? Encore
réponse rapide. Oui, n'importe où qu'on a des réserves de nature, on cherche toujours à les agrandir pour un plus grand impact, non seulement pour les habitats eux-mêmes, mais aussi pour les espèces de plantes et d'animaux qui se fient sur ces habitats. Alors, à la rivière Bartholomew, ça serait aussi potentiellement, on pourrait augmenter le nombre de terres qu'on a en conservation. Je pourrais dire, travailler avec nos partenaires pour augmenter la quantité de terres qui sont gérées pour des raisons de conservation, dans ce cas-là en particulier pour le saumon. Alors, potentiellement, n'importe quoi qui suit la rivière pour aider à gérer ces terres pour les saumons. J'aimerais aussi prendre la chance de mentionner que le gouvernement provincial fait beaucoup d'ouvrages, puis on travaille aussi en partenariat avec le gouvernement tout de suite sur... il faudrait peut-être que tu me rappelles la traduction française, mais... patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, oui. Où est-ce que le gouvernement provincial s'engage à augmenter les terres conservées, de passer à peu près 5% de terres conservées, augmenter ça à peu près 10%, puis peut-être dans le futur, augmenter ça même de plus en plus pour aider le gouvernement fédéral à rejoindre des buts de conservation de 30%, on le dit en anglais 30 by 30, donc 30% dans les années 2030. Fait que, on est une grosse collaboration de différents partenaires, on travaille tous avec la même vision. En vue, c'est d'augmenter les terres conservées puis de les gérer. Non seulement, je mentionne tout le temps les différentes espèces de plantes et d'animaux, mais aussi, comme Canadiens, on est représenté par ces habitats-là canadiens. David nous montrait des exemples où est-ce que le changement climatique affecte les espèces qui nous entourent à tous les jours. Il faut y penser à ces questions-là. Il faut y penser très sérieusement, puis il faut prendre des actions pour diminuer les impacts. Donc, c'est pour ça qu'on fait en tout cas, dans mon opinion, c'est pour ça qu'on fait des meetings comme à soir pour aider à éduquer les gens, puis de les laisser comprendre que leurs actions aident aussi. Tout ensemble, on fait une grosse différence. Merci, Denise. Ça, c'est 1 heure. Alors, merci pour votre participation ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce projet.